Donc, comme je disais, donc généralement, ce qu'on essaie d'évaluer, c'est le risque de compromission. Et généralement, l'un des facteurs les plus importants dont dépend le risque de compromission d'un système, c'est tout simplement l'exposition à Internet. Il faut savoir que plus la surface d'exposition est importante, plus le risque de compromission est élevé. C'est pour cela qu'au niveau des systèmes d'exploitation serveur, on essaie souvent de réduire le risque de compromission, notamment en supprimant toutes les interfaces graphiques. Alors, qui peut nous dire c'est quoi une surface d'exposition? Les points d'accès au système. Le taux d'accès à quoi? Au Dans le... système. Oui, qui peut nous donner plus de détails? Boudillal? C'est les points d'accès que les utilisateurs peuvent utiliser pour interagir avec le système. D'accord. Et généralement, ils se modélisent sous quelle forme ces points d'accès? Et puis, c'est des interfaces graphiques ou des API. Euh, D'accord. Quoi d'autre? Je vois que Mademoiselle Fouah nous parle d'adresse IP et je sais pas quoi d'autre. Je sais pas. Alors, généralement, l'un des paramètres les plus importants, c'est ce qu'on appelle les services activés. Quand on parle de services activés, c'est au niveau d'un serveur, ça veut dire le nombre de ports qui sont ouverts sur le serveur. Il faut savoir qu'à chaque fois que vous activez un service, vous êtes en train d'ouvrir un port. Et chaque port est un point d'accès, comme l'a dit votre camarade. Donc effectivement, c'est les points d'accès vers le système qui se modélisent généralement à travers les ports ouverts sur le système. Maintenant, s'il s'agit d'une organisation, ça va être à travers les différentes adresses IP qui permettent l'accès au réseau de l'administration de cette organisation et pour chaque adresse IP, à travers les différents ports qui sont ouverts au niveau de cette organisation. Il faut savoir qu'il y a plusieurs types d'audits. Donc, nous avons déjà les audits d'applications web et d'applications lourdes. Alors, dans les applications web, on va chercher à évaluer notre surface d'exposition en faisant ce qu'on appelle un audit intrusif qui peut être physique aussi. Quand on fait des tests d'intrusion, c'est ce qu'on appellera les pentests. Et nous avons deux types de tests d'intrusion, soit les tests internes, soit les tests externes. Bon, là, c'est vraiment un aperçu global. On verra tout ça en détail par la suite. Quand on parle de test interne, c'est un test que vous allez faire à partir de l'organisation elle-même. Donc, vous allez essayer d'endosser le rôle de quelqu'un qui est à l'intérieur de l'organisation et qui va essayer d'outrepasser les droits dont il dispose pour pouvoir faire ce pentest. Donc, en d'autres termes, vous allez essayer de simuler une attaque à partir de l'intérieur de l'organisation. Quand il s'agit de pentest externe, là, c'est un peu différent parce que ce que vous essayez de faire, c'est de simuler une attaque qui a lieu à partir de l'extérieur de votre organisation. Nous avons aussi ce qu'on appelle un audit de vérification. Il y a l'audit de conformité. Donc, l'audit de conformité, c'est quoi? Alors, généralement, il faut savoir que dans les entreprises, bon, dans les organisations de manière générale, elles doivent tous disposer de ce qu'on appelle une politique de sécurité. Une politique de sécurité, c'est quoi? C'est tout simplement un document qui décrit toute la stratégie de sécurité de l'organisation, notamment les différentes configurations qui doivent être faites sur les serveurs et les postes clients, les équipements de sécurité qui doivent être déployés, etc. Les règles de configuration de ces équipements, les normes qui y sont appliquées. Généralement, quand on veut évaluer la sécurité d'un organisme, on commence par étudier leur politique de sécurité pour voir d'abord est-ce que la politique est bonne ou bien elle n'est pas bonne. Est-ce que la politique couvre tous les aspects liés à la sécurité ou bien est-ce qu'il y a des aspects qui ont été omis ou, disons, non pris en charge.
Malheureusement, même si vous évaluez correctement la politique d'une organisation et que vous trouvez que cette politique de sécurité est satisfaisante et qu'elle est bien faite, il se peut, et ça arrive souvent, qu'il y ait un écart important entre ce qui est mis sur papier et ce qui est réellement concrétisé sur le terrain par les ingénieurs ou bien par le personnel de sécurité. Généralement, cet écart peut être dû à plusieurs facteurs. Ça peut être soit un retard d'implémentation, par exemple, ils ont défini des choses dans leur politique, mais malheureusement, ils n'ont pas eu le temps de tout implémenter. Ensuite, il y a eu des oublis ou autres. Ça peut être dû à la nature même des réseaux informatiques. Il faut savoir qu'un réseau est un organisme vivant. On va prendre un exemple très simple. Au niveau de l'organisation, vous avez un seul point d'accès à Internet. Malheureusement, certains employés ont ramené leur point d'accès 4G ou bien 3G qu'ils ont connecté au réseau. Donc, ça vous fait des points d'accès supplémentaires. Donc, une surface d'exposition plus importante avec un risque plus accru qui n'est pas pris en charge par cette politique. Vous pouvez avoir simplement des erreurs qui ont été faites par les administrateurs. Donc, pour se simplifier l'existence, ils vont désactiver certains contrôles de sécurité, etc. Donc, un audit de conformité permettra tout simplement de vérifier l'écart qui va exister entre la politique de sécurité qui a été validée par le top management et ce qui est implémenté sur le terrain. Donc, ça permettra de voir les erreurs concrètes d'implémentation de cette politique. Alors, dans une mission d'audit, généralement, il faut savoir que l'une des premières choses qui doivent être faites, c'est le contrat qui va lier l'auditeur à l'audité. Dans ce contrat, il y a un certain nombre de paramètres qu'il va falloir définir, notamment la durée et le coût de l'audit. Il faut savoir que calculer la durée de l'audit n'est pas une chose qui est vraiment aisée, parce que ça dépend de plusieurs paramètres. L'un des premiers paramètres les plus importants, c'est ce qu'on appelle le nombre d'écrans, ou bien le nombre de vues sur la cible. Quand on parle de nombre d'écrans, cela ne veut pas dire le nombre de PC et de serveurs dont dispose l'organisation. À titre d'exemple, vous allez auditer une entreprise comme Sonatrach, qui possède par exemple plus de 12 000 employés. Parmi les 12 000 employés, 6 000 disposent de PC. Vous n'allez pas dire la durée de mon audit, c'est 6 000 fois la durée d'audit d'un PC. Ça n'a pas de sens. Parce que concrètement, vous n'allez pas auditer les 6 000 PC. Par contre, vous allez dire, la durée de mon audit, c'est la durée d'audit que j'estime pour un écran. Bon, par écran, on veut dire soit PC, soit serveur, multiplié par le nombre de vues. Pourquoi on parle de nombre de vues? Imaginons le cas suivant. Dans une entreprise qui se respecte, je dis bien qui se respecte, généralement, les PC des utilisateurs font partie d'un domaine. Et vous savez pertinemment que dans un domaine, l'utilisateur n'a aucun droit. Donc, il ne peut pas installer par lui-même des applicatifs. Il ne peut pas installer son OS par lui-même. Donc, l'administrateur du domaine a déjà créé des profils d'utilisateurs. Par profil d'utilisateur, on veut dire quoi? Par exemple, le profil 1, c'est des PC qui disposent du droit user, qui disposent d'un système d'exploitation, disons Windows 10. On leur a installé l'Office, etc. Donc, une série d'outils nécessaires à leur travail. Ça, c'est le profil qu'on appellera la vue numéro 1. J'aurai par exemple un deuxième profil d'utilisateurs qui, eux, disposeront d'autres logiciels plus spécifiques, par exemple des géologues qui vont avoir des systèmes d'information, des systèmes SIG installés sur leur machine, qui vont avoir des outils plus spécifiques à tout ce qui est exploration pétrolière. Donc ça va être le profil 2. Pourquoi est-ce qu'on va mettre un profil 2, même si c'est le même OS? Parce qu'il dispose d'applicatifs autres que ceux qui sont chez le premier groupe. Et ces applicatifs peuvent contenir des failles, peuvent contenir des vulnérabilités, donc ils peuvent représenter un risque pour le système. Et qui dit d'autres applicatifs installés veut dire d'autres ports qui sont installés qui sont ouverts sur ces machines. Donc,
Là, nous avons identifié par exemple deux profils. Le troisième profil, ça peut être des administrateurs qui, eux, disposent de droits supplémentaires. Le quatrième profil, ça peut être une certaine catégorie de serveurs. Donc, une fois que vous avez identifié les profils, vous allez pouvoir définir la durée de votre audit parce que pour chaque type de profil que vous allez identifier, vous allez avoir une procédure d'audit qui lui est propre. Et pour chaque type de profil, vous allez prendre un échantillon de machines que vous allez auditer. Il faut savoir qu'il n'est jamais question dans une grande organisation, bon, on ne parle pas d'une entreprise qui contient 10 PC. Hein. Là, il est clair que vous allez auditer les 10 PC à l'aise. Vous n'aurez pas vraiment de difficultés à le faire. Par contre, une organisation qui va contenir plus d'une centaine de machines, vous n'allez pas vous amuser à auditer les 100 machines. Parce que là, vous allez prendre énormément de temps. Le coût va augmenter de manière exponentielle, ce qui n'arrangera ni l'auditeur ni l'audité. Généralement aussi, il faut savoir que lorsque vous faites un audit, la première matinée de votre audit, vous allez la perdre. Pourquoi on dit que vous allez la perdre? Parce que tout simplement, vous allez la perdre à essayer de découvrir c'est quoi l'environnement que vous allez auditer. Vous allez la perdre à faire des installations, parce qu'il faut bien que vous déployiez vos outils. Durant la mission d'audit, vous allez savoir, il faudra aussi ne pas perdre le contact avec votre client. Parce qu'il faut savoir que durant votre audit, vous allez avoir un point de contact qui est désigné par le client. Donc, le point de contact, c'est quoi? C'est tout simplement une personne qui fait partie du staff technique qui est là à rester en contact avec vous pour pouvoir régler tous les éventuels problèmes que vous risquez d'avoir pendant votre audit. Alors, cette personne, elle va faire quoi? Elle va d'abord s'assurer de la bonne installation que vous êtes en train de faire, que vous êtes sur le bon chemin. Donc, vous êtes en train d'installer correctement vos outils et que vos outils ne vont pas interférer avec les systèmes du client. Aussi, avec le contact du client, il faut savoir que la finalité d'un audit, c'est quoi? C'est pas que vous fassiez le travail, mais c'est beaucoup plus que vous élaboriez un rapport d'audit que vous allez remettre à votre client. Donc, avant la rédaction de ce rapport d'audit, qui généralement, pendant l'audit, vous allez prendre des notes pour vous, mais c'est à la fin de l'audit que vous allez élaborer vraiment le rapport que vous allez remettre à votre client. Il est toujours nécessaire de faire un point, donc une réunion avec votre client, afin de lui expliquer ce que vous avez trouvé. Donc, vous allez expliquer les grandes lignes de ce que vous avez trouvé. Et quand on dit réunion avec le client, ceci ne veut pas dire que vous allez faire la réunion avec le top management, ou bien que vous allez la faire avec le staff technique. Vous allez la faire tout simplement avec la personne qui a été désignée comme étant votre vis-à-vis par votre client. Quand on est en train de parler de problème, il faut savoir que tout audit qui sera fait va forcément à un moment ou à un autre générer un petit bug chez le client. Ça arrive dans tous les audits. Rares sont les audits dans lesquels on ne va pas créer du moins un petit bug. C'est pour ça que vous allez avoir ce représentant du client qui sera votre vis-à-vis. Maintenant, la question que je vous pose, quand vous allez faire votre audit, surtout si vous travaillez sur un système sensible, sur quoi vous allez faire l'audit? Imaginons un cas de figure très simple. Vous avez un client qui est une banque qui utilise un système de paiement en ligne. Il va vous dire, mon système de paiement est un système qui fonctionne en H24 en 7 jours sur 7. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que mon client peut faire une transaction en ligne à tout moment de la journée ou de la nuit. On ne va pas lui dire, voilà, tu ne peux pas acheter sur Internet la nuit parce que la banque est fermée. Donc, il vous appelle pour lui faire un audit. Sur quoi vous allez faire l'audit? Est-ce que vous allez le faire sur le système réel du client, donc le système opérationnel, avec tous les risques que vous allez encourir de faire bugger le système, de le planter, de l'arrêter? Bien, vous allez le faire ailleurs. Alors, Maria, est-ce que vous avez une proposition? Si on peut avoir une copie du système? Oui, mais est-ce que c'est vous qui allez faire cette copie ou bien est-ce qu'elle existe? Euh, Peut-être qu'elle existe. D'accord. Lazali, est-ce que vous pensez que toutes les entreprises disposent d'une copie du système?
Une entreprise qui pense à gérer la reprise après panne doit avoir une copie du système. D'accord. Effectivement, toute entreprise doit mettre en place ce qu'on appelle un système de recouvrement. Le système de recouvrement, c'est tout simplement des sauvegardes du système. Malheureusement, on ne peut pas faire l'audit sur les sauvegardes du système qui sont mis en place par le client. Pourquoi? Parce que imaginez que vous êtes en train de faire l'audit. Qui dit audit, surtout si on parle d'audit intrusif, ça veut dire que vous allez injecter des malwares, vous allez faire des choses sur la sauvegarde, et que lui ait besoin de cette sauvegarde. Il va restaurer un système qui contiendra vos malwares. C'est un peu mal vu. En plus, quand on parle de sauvegarde du système, il faut savoir que la sauvegarde n'est pas une copie conforme du système tel qu'on la voit. Ce n'est pas, par exemple, une simulation du système. C'est tout simplement une sauvegarde des fichiers qui sont sur des supports. Ça veut dire que vous allez sauvegarder vos bases de données, vous allez sauvegarder vos configurations, etc. sur des bandes. Généralement, ça se fait sur des bandes magnétiques ou bien ça se fait sur des disques durs, ce qu'on appelle des hot plugs. Et là, on ne peut pas auditer ce type de fichier. Alors, qui a une autre proposition à nous faire? Monsieur Messafer, on vous a pas entendu aujourd'hui. Monsieur, pardon, vous pouvez répéter la dernière partie? Laquelle? À partir de l'audit sur les machines de sauvegarde. Alors, ce que je disais, si on fait, on ne peut pas généralement faire l'audit sur les machines sur les sauvegardes. Pour une raison très simple, c'est que quand on fait une sauvegarde, ce qu'on sauvegarde, c'est une base de données. On va sauvegarder des fichiers de configuration. On va sauvegarder une copie du disque dur d'un serveur dans le pire des cas. Or, une copie d'un disque dur, comment est-ce que vous allez l'auditer? Généralement, auditer un système veut dire interagir avec ce système. Alors, Monsieur Messafer, vous êtes là ou vous dormez en laissant le PC connecté? Monsieur, je vous ai envoyé un message en privé. Ah oui, vous êtes du même avis que Lazali, comme il a dit lui. Ok. Alors, Monsieur, oui. monsieur, si on va pas travailler sur des fichiers de configuration, Mhm. on peut faire une machine virtuelle. Oui, mais qui va les faire, vous ou bien l'entreprise? Moi-même, bien sûr. C'est-à-dire monsieur des fichiers de configuration, parce que J'ai pas entendu. Qui va les mettre en place, ces machines virtuelles? moi-même, Non, moi-même, j'ai dit. non, 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 surtout pas. Alors, se mettre quelque chose en tête. Généralement, dans une entreprise qui se respecte, et c'est ce que vous diront toutes les normes de sécurité, notamment les normes ISO 27000, etc., ils vont vous dire quand vous allez déployer un nouveau système, par exemple une nouvelle mise à jour de sécurité ou bien une mise à jour applicative, quand vous allez déployer une nouvelle application, il ne faut jamais, 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 jamais la déployer sur l'environnement de production. Je pense que vous avez eu tous le loisir de remarquer que certaines, par exemple, mises à jour de sécurité ou bien des mises à jour des OS, lorsqu'on les installe sur certains OS, ils vont créer ce qu'on appelle des bugs. Tout simplement parce que sur votre OS, vous avez installé telle ou telle couche et que la couche que vous avez installée est incompatible avec la mise à jour. Même maintenant, si vous remarquez, dans certaines mises à jour pour des serveurs, je ne parle pas des mises à jour pour vos PC, vous allez avoir ce qu'on appelle des warnings, dans lesquels on va vous dire cette mise à jour ne doit pas être déployée sur un serveur de telle référence, sur lequel vous avez installé telle ou telle chose parce qu'il risque d'y avoir un conflit. Donc, toutes les normes de sécurité vont vous dire ne jamais déployer les mises à jour ou les nouvelles applicatives sur l'environnement de production. Vous devez le faire sur ce qu'on appelle l'environnement de pré-production. L'environnement de pré-production, c'est quoi? Généralement, je dis bien généralement, toutes les entreprises qui se respectent, qu'est-ce qu'ils vont faire? Ils vont créer ce qu'on appelle un environnement virtuel. L'environnement virtuel va être quasiment identique à l'environnement réel. Quasiment identique veut dire quoi? Veut dire qu'il aura la même configuration des serveurs, sauf que ceux-là vont être virtuels, la même installation logicielle, donc les mêmes OS, les mêmes applicatifs, et c'est un environnement qui tourne à vide, dans lequel on va injecter des données pour tester cet environnement.
Ça veut dire à chaque fois qu'on veut installer un nouvel applicatif, on va l'installer dans l'environnement virtuel, on va le laisser tourner un certain moment pour voir est-ce qu'il va créer des bugs, est-ce qu'il va détruire notre environnement, est-ce qu'il va créer des conflits. Si on trouve que ça fonctionne normalement, là on passe vers ce qu'on appelle le déploiement dans un environnement de production. Malheureusement, ce n'est pas toutes les entreprises qui le font, soit pour des raisons matérielles, soit pour des raisons financières, soit tout simplement par ignorance ou bien par fainéantisme. Et dans le cas où il y a un bug, et là on va se dire tout simplement que cet applicatif ne peut pas être déployé en l'état dans l'environnement de production parce qu'il risque de faire telle ou telle chose. Il va falloir le modifier, le corriger, ensuite le déployer dans l'environnement de production. Si on remarque qu'il n'y a aucune anomalie, là on passe directement vers le développement, vers le déploiement dans l'environnement de production. Donc généralement l'auditeur, qu'est-ce qu'il va faire? Si l'entreprise dispose de cet environnement simulé, qui doit être identique à l'environnement de production, il va faire son audit sur cet environnement simulé. Par contre, ce n'est pas tous les types d'audits qui vont se faire sur cet environnement simulé. Certains types d'audits, on a besoin d'aller vers l'environnement réel. Parce que dans l'environnement simulé, c'est ce qu'on appelle un environnement contrôlé. Donc tout va être fait selon les règles de l'art, tout va être fait de manière très correcte, etc. Et là, vous n'avez pas les vrais utilisateurs qui vont essayer de contourner vos systèmes de sécurité. Donc, si je parle d'un environnement, plutôt d'un audit de conformité, l'audit de conformité, ça n'a aucun sens de le faire sur un environnement simulé. On va le faire sur l'environnement réel. Par contre, si je parle de pen testing d'une application ou d'un serveur, là, je peux le faire sur l'environnement simulé pour tester la sécurité réelle. Parce que là, dans l'environnement simulé, je peux me permettre de, par exemple, de crasher le système sans aucun impact sur le business de l'entreprise. À chaque fois que je le crache, je peux le redémarrer, réinitialiser l'environnement et voir pourquoi il a craché, quel était l'impact, etc. Mais ce n'est qu'une fois qu'on a fait tous nos tests nécessaires, on peut faire un semblant de test sur l'environnement réel pour voir s'il y a un écart entre les deux environnements ou non. Alors, toujours quand on parle du... Oui, Le dernier, ce que vous avez dit en dernier, monsieur, j'ai pas bien compris. Le déploiement, c'est exactement ce que vous avez dit. quoi on avait? Ah oui, quand j'avais dit, une fois que vous avez fait tous les tests sur l'environnement simulé, vous avez la possibilité de basculer vers l'environnement réel pour voir est-ce qu'il n'y a pas un écart entre les deux. Parce que souvent, L'écart, monsieur, justement, l'écart, ça veut dire quoi? Ça veut dire, théoriquement, je vous donne un exemple. Théoriquement, je suis censé avoir un serveur dans lequel tous les ports sont fermés. Sauf, disons, un port SSH qui est ouvert pour la communication. Malheureusement, l'un de mes ingénieurs, feignant comme il est, avait la flemme à chaque fois pour aller envoyer un mail de se lever, d'aller vers son poste client pour envoyer le mail. Donc, il a ouvert un port 80 sur sa machine, sur le serveur, pour pouvoir, par exemple, consulter, disons, une page web. Et il a oublié de refermer le port. Là, ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'il ne devait pas y avoir ce port ouvert, mais l'ingénieur l'a ouvert. Et là, c'est un écart entre ce qui devait être fait et ce qui est fait réellement sur le terrain. C'est de ce type d'écart qu'on est en train de parler. Alors, Monsieur, oui, monsieur, si on n'a pas l'environnement de pré-production, on ne peut pas établir l'audit comme il se doit. non, même si on n'a pas l'environnement de pré-production, c'est dans ce cas-là qu'on est obligé de faire l'audit sur l'environnement de production. Et croyez-moi, dans 80% des cas, on fait l'audit sur l'environnement de production tout simplement parce que les entreprises n'ont pas un environnement de pré-production conforme à l'environnement réel. Je vous donne un chiffre qui va vous choquer, enfin ça m'étonnerait que ça va vous choquer. En Algérie, 97% des entreprises n'ont pas cet environnement.
Allez, monsieur, Les 3% des entreprises qui ont cet environnement ont un environnement qui ne correspond pas du tout à l'environnement réel. Pourquoi est-ce qu'ils l'utilisent? Tout simplement, ils vont vous mettre un ou deux serveurs dans lesquels ils vont installer un OS, un système existant. C'est tout simplement pour installer de nouvelles versions du système. Ils vont les tester en interne en boucle fermée. Mais leur environnement de pré-production n'a rien à voir avec l'environnement réel. Ce n'est ni la même taille de RAM, ni les mêmes serveurs, ni la même configuration, ni rien. Monsieur, Oui. est-ce que l'auditeur, dans ce cas, monsieur, s'il y a des écarts entre, par exemple, parce que vous avez dit au début, il y a toujours au sein de l'entreprise, il y a des politiques, monsieur. Est-ce que l'auditeur doit aussi couvrir cet écart? Parce que de base, genre, on Tout dépend. on vous Tout dépend. contacte pour faire, seulement mâcher régler l'écart, pas pour régler d'autres problèmes, seulement avancer. Alors, est-ce que c'est la tâche d'auditeur de régler l'écart seulement pour mettre les حوايج هذا. Alors, l'auditeur devra faire ce qui est stipulé dans son contrat. Point. Vous ne devez jamais sortir du cadre de votre contrat. Ça dépend, je pense, ce que vous avez décidé avec l'entreprise le jour où vous avez signé votre contrat. C'est aussi simple que ça. Ça va commencer. D'accord. Monsieur, Oui, monsieur, s'il vous plaît, l'environnement de pré-production, oui. est-ce que c'est l'entreprise manage de l'environnement? C'est-à-dire en termes de largeur et grandeur, c'est-à-dire en termes de consommation de ressources. Je fais une copie de l'environnement, en termes de largeur et grandeur, Alors, consommation de ressources. tu parles d'une copie de l'environnement de pré-production. Ah, parce que Alors, la majorité m'indigne. la majorité, madame, je suis d'accord avec toi. Mais toi, est-ce que tu pourras créer un environnement de pré-production par toi-même? Justement, c'est ça ma question. Généralement, tu ne peux pas le faire parce que la mise en place d'un environnement de pré-production prendra énormément de temps. C'est une tâche qui n'est pas facile parce qu'il faudra créer une copie conforme de tout ce qu'ils ont dans leur environnement réel. Et généralement, pour le faire, déjà, le premier problème que tu vas avoir est un problème de licence. Licence par les OS, licence des applicatifs commerciaux, les licences des serveurs de production. Imaginons qu'ils ont un logiciel métier, d'accord? Si je prends par exemple le cas d'Air Algérie, ils ont ce qu'on appelle un logiciel de catering, ils ont un logiciel de réservation, etc. Ils ont une licence qu'ils utilisent sur leur serveur. Tu vas créer l'environnement de pré-production. Avec quoi tu vas installer ces logiciels? Quelle licence? Où est-ce que tu vas la ramener? Justement, لازم يكون عندي le droit تاع اللوجيسيال تاعهم la licence. Si tu ne l'as pas, tu ne peux pas le faire. D'accord, d'accord. C'est pour ça que je vous dis, la création de l'environnement de pré-production n'est pas du ressort de l'auditeur. Soit l'entreprise l'a, soit l'entreprise ne l'a pas. C'est aussi simple que ça. Monsieur, Oui. on ne peut demander à l'entreprise d'installer cet environnement de pré-production. Ah ben, l'entreprise va changer d'auditeur. Donc, dans le cas où il n'y a pas de système d'environnement de Je pré-production, répète, l'entreprise risque de changer d'auditeur. Pourquoi est-ce qu'elle va changer d'auditeur? Parce qu'elle ne l'a pas. Imaginons, je vais vous donner on va parler en termes de chiffres. Imaginez que pour faire l'audit, vous allez leur dire, moi, pour mon audit, je demande 1 million de dinars. Ils vont vous dire, d'accord, après vous revenez, oui, mais pour le faire, il me faut un environnement de pré-production. Ils vont faire leurs calculs en termes de licence et autres. Il va leur falloir payer 8 millions de dinars. Ce qui fait 1 million plus 8 millions, ça fait 9 millions de dinars. Ils vont vous regarder, ils vont vous dire, bye bye, on ramène quelqu'un d'autre. donc La mise en place d'un environnement de pré-production peut être plus onéreuse que l'audit lui-même. C'est pour ça que je vous dis, soit ils l'ont depuis le départ, et ils sont conformes à toutes les recommandations de sécurité, soit ils ne l'ont pas. Un auditeur n'est pas là pour dire, il faut mettre en place l'environnement de pré-production pour que je fasse mon audit. C'est une recommandation que vous allez pouvoir faire à la fin de l'audit dans votre rapport.
pouvez leur dire, il est recommandé d'avoir un environnement de pré-production pour telle raison, telle raison, telle raison, telle raison. Et c'est une recommandation que soit ils vont prendre en considération, soit ils ne vont pas prendre en considération. Monsieur, Oui. donc en réalité, on ne pourra jamais prendre l'environnement de production réel, c'est-à-dire on développe l'audit bien comme il faut. C'est presque impossible. Pourquoi presque impossible? Parce que c'est un environnement de production, c'est-à-dire réel. Même si madame avec cracher ou là. Eh bien, croyez-moi, il y a eu beaucoup d'audits qui ont été faits dans des environnements de production. Oui, l'auditeur a craché le système. Il lui suffit uniquement d'appeler. C'est pour ça qu'à chaque fois, on vous désigne un point de contact. Il y a des entreprises qui vont vous dire, moi, je vous autorise à cracher, à faire un crash, à condition que vous m'avertissez dans la minute qui suit le crash pour qu'on puisse rétablir. Et ça doit être une panne qu'on peut corriger. Mais si vous créez une panne qu'on ne peut pas corriger, là, vous êtes responsable, vous allez payer des indemnités. Justement. En tant qu'auditeur, vous devez être quelqu'un qui maîtrise vos process. Vous savez ce que vous êtes en train de faire. Donc, même si vous créez un crash, vous n'allez pas créer ce qu'on appelle des crashs irréversibles. Vous n'allez pas prendre, par exemple, un virus et le lancer dans le système et dire « Ah, tiens, donc, je chauffe le virus, est-ce qu'il fait relou ou la fait relou ?» Vous n'allez pas lancer un processus de formatage d'un disque dur et dire « Est-ce que ça va marcher ou non ?» Vous êtes censé être un professionnel. C'est des choses que vous n'allez pas faire. D'accord. D'accord? D'accord. Alors, ce qu'on disait aussi, c'est que par rapport au délai, par exemple, si je dis 7 jours de délai sur un contrat, cela signifie qu'il va y avoir 3 jours de l'audit, 3 jours pour la rédaction du rapport. Il faut savoir que généralement, le ratio qu'on réserve à la rédaction du rapport, c'est 40% de la durée. Parce que la rédaction du rapport, c'est quelque chose quand même qui est assez complexe et qui prend énormément de temps. Le dernier jour, donc le 7e jour, c'est quelque chose qu'on va laisser pour la révision du rapport en interne. Voilà, parce que imaginez que vous avez rédigé le rapport, vous n'allez pas le remettre directement à votre client, vous allez le donner à des collègues à vous dans votre bureau d'audit ou bien dans votre entreprise, qui vont relire le rapport, essayer de le comprendre, voir s'il n'y a pas des incohérences, etc. Ce qui vous permettra d'avoir un regard externe par rapport à votre rapport. Quand on dit un regard externe, c'est un regard externe qui fait toujours partie du bureau d'études et qui est lié par le secret professionnel. Ça, on le verra par la suite. Généralement aussi, on transmet toujours le rapport en PDF. On ne transmet jamais un rapport en Word qui permet au client de modifier le rapport. Une fois que vous avez remis le rapport, nous avons ce qu'on appelle la phase de restitution. La phase de restitution, ça veut dire quoi? Ça veut dire que c'est une réunion que vous allez faire avec votre client dans laquelle vous allez faire une présentation. Vous allez présenter les vulnérabilités, leur impact et vos recommandations. En aucun cas, l'implémentation des recommandations n'est de la responsabilité de l'auditeur. Rappelez-vous ce qu'on avait dit la dernière fois. Il y a une différence entre un cabinet d'audit et un cabinet conseil. C'est deux métiers différents. L'implémentation des recommandations est du ressort exclusif de l'équipe du client. Alors, si on essaye de résumer un peu les différents types d'audits qu'on a vus, ou bien qui existent, alors nous avons ce qu'on appelle l'audit applicatif, nous avons l'audit intrusif et nous avons l'audit de sécurité. Nous avons l'audit de découverte, donc dans lequel on va essayer de voir un peu tout ce qui existe. Il y a ce qu'on appelle la récolte d'informations. Nous avons aussi dans l'audit vu certaines notions, notamment les notions de périmètre, le contexte client et la définition de la mission d'audit. Dans la mission d'audit, il y a ce qu'on appelle, il doit être tenu de manière adéquate. Il doit y avoir toujours des points de contrôle réguliers avec le client. Et il faut faire toujours ces tests pendant les horaires du client. Pourquoi est-ce qu'on parle des horaires du client? Parce que dans votre contrat d'audit, vous allez définir avec le client, il va vous dire, moi je vous autorise à faire vos tests par exemple de 8 h du matin à 14 h. Ensuite, de 19 h à 21 h. En dehors de ces horaires, ne faites pas de tests. Soit parce qu'il a des processus sensibles qui s'exécutent en dehors de cette période et il ne veut pas que vous les perturbiez, soit parce que le personnel qui est censé intervenir sur le système en cas de panne
ou bien en cas d'erreur n'est pas disponible en dehors de ces horaires. Donc là, c'est des raisons qui sont propres aux clients qui doivent être négociées pendant la phase d'établissement du contrat. En dehors de ces horaires, vous êtes passible de poursuites judiciaires si vous ne respectez pas ces horaires. Une fois que vous avez fini, il y a ce qu'on appelle le reporting. Donc, nous avons ce qu'on appelle le reporting oral et nous avons le rapport physique. Donc, le rapport que vous allez rédiger. Le reporting oral, c'est ce qui se fait durant la séance de restitution. Alors, pour la restitution, vous allez utiliser sur des slides généralement. Quand on parle d'audit applicatif, alors, il y a ce qu'on appelle les applications web. Il y a aussi ce qu'on appelle les applications lourdes. Donc, on avait vu la différence la dernière fois. L'audit intrusif, il peut être soit externe, soit interne. L'audit de découverte, donc ce qu'on appelle la recherche, la récolte d'informations, ce que vous avez vu l'année passée, ça peut être soit une récolte passive, soit une récolte active d'informations. La récolte passive, on peut la faire sur les codes sources. On peut utiliser ce qu'on appelle le GHDB. On peut faire des recherches sur le DNS, qu'elles soient actives ou bien passives. On peut faire un transfert de zone dans tout ce qui est actif. On peut faire de la brute force. On peut faire des recherches sur les ports et le réseau en utilisant Nmap. Voilà un peu pour résumer ce qui se fait en matière d'audit de manière, disons, assez simplifiée. Donc, il faut savoir aussi que généralement, qui dit audit, pourquoi est-ce qu'on va faire l'audit? On cherche quoi réellement quand on fait un audit? Monsieur Boutiba. Vous pouvez répéter la question, s'il vous plaît? Quand on fait un audit, on cherche quoi? On cherche à trouver des vulnérabilités pour les mettre en avant. Des vulnérabilités. Tout à fait d'accord. Maintenant, quand on trouve une vulnérabilité, est-ce que toutes les vulnérabilités se valent? Non, il y a des vulnérabilités critiques et des vulnérabilités non critiques. Comment on sait qu'elle est critique ou non? C'est par rapport à l'impact qu'elle a sur le système. D'accord. Imaginons maintenant le cas de figure suivant. Je trouve deux vulnérabilités critiques. Disons qu'ils sont notés par les CVE de la même manière. D'accord? Elles ont exactement le même score CVE. Est-ce que les deux vulnérabilités auront la même importance pour moi en tant qu'auditeur qui audite un système X? Ça dépend aussi du système de l'entreprise, de l'audité. Peut-être que l'impact pour une entreprise n'est pas le même pour une autre entreprise. Non, je repose ma question. Imaginons le cas suivant. Je ne m'adresse pas uniquement à Boutiba, je m'adresse à tout le monde. Imaginons le cas suivant. Je trouve une vulnérabilité A et une vulnérabilité B sur le système de l'entreprise X. Disons, bon, on va nommer l'entreprise. Disons que je m'adresse à l'entreprise Antarctica. Je suis en train d'évaluer l'entreprise Antarctica, sur laquelle j'ai trouvé deux vulnérabilités qui sont classées comme critiques. Et les deux sont classées comme critiques au niveau des CVE, etc. La question que je me pose, est-ce que les deux vulnérabilités auront la même importance pour l'entreprise Antarctica? Monsieur Sitoir. Au niveau de l'auditeur, oui, monsieur. Parce qu'il ne peut pas décider D'accord. au début. Monsieur Tefahi, est-ce que vous êtes d'accord avec Sitoir? Le travail de l'auditeur est de donner des conseils à l'entreprise. Donc, il doit prendre ça comme... Est-ce qu'elles auront la même importance pour l'auditeur? Non. Pourquoi? Son travail est de prendre en considération même l'impact et comment dire, la probabilité d'occurrence d'une attaque qui exploite ça. Effectivement. Alors, même si les deux vulnérabilités, on les trouve sur le même système, pour l'auditeur, elles n'auront pas forcément la même importance. Tout dépend, comme l'a dit votre camarade, de la probabilité d'occurrence de ces vulnérabilités sur le système de l'entreprise auditée. Qui dit la probabilité d'occurrence d'une vulnérabilité parle de ce qu'on appelle l'analyse des risques.
Donc, pour chaque vulnérabilité que vous allez découvrir représente un risque. Donc, votre rôle en tant que qu'auditeur, c'est d'analyser et d'évaluer le risque sur les systèmes de l'entreprise. Alors, il faut savoir que quand on parle de SSI, le but c'est quoi? C'est d'abord de gérer, contrôler et atténuer les risques qui pèsent sur les actifs critiques d'une organisation. Donc, on doit minimiser le risque d'impact. Donc, la gestion des risques est quelque chose de très fondamental pour quelqu'un qui est en train de faire un audit. Alors, c'est quoi déjà un actif informatique critique d'une organisation? Pardon, monsieur, vous pouvez répéter? La question, elle est affichée à l'écran. Monsieur Boulkrinat, est-ce que vous avez une idée? Monsieur. Ce sont les actions qui peuvent faire un utilisateur qui peuvent changer infecter le système. D'accord. Alors, on va simplifier la question. Monsieur Anou, c'est quoi un actif informatique? Tout ce qui est serveur et ressources informatiques dont dispose l'entreprise. Les actifs sont matériels ou immatériels? Ça peut être les deux. D'accord. Donc, un actif informatique, d'abord, c'est quoi? C'est tout bien informatique que possède l'entreprise. Ça peut être un actif matériel, une imprimante, un serveur, un PC, ou un actif immatériel, une donnée, tout simplement, une information. Un ingénieur. Un ingénieur est un actif immatériel. Bon, c'est un actif humain de l'organisation. Une donnée, une data, c'est un actif immatériel de l'organisation. Un switch est un actif matériel. Maintenant, la deuxième question, maintenant que vous savez c'est quoi un actif informatique, qu'est-ce qu'un actif informatique critique? Maria? Que si on touche, on va provoquer des dégâts. Si on touche back. Enfin, on va faire quelque chose qui va apporter des dégâts à l'entreprise. D'accord. Alors, un actif critique, alors il faut savoir que tous les actifs d'une organisation, on parle d'organisation parce que ça peut être une entreprise, ça peut être une administration, ça peut être une école, ça peut être n'importe quoi. Alors, il faut savoir que tout actif peut créer, disons, des bugs, des erreurs, peut causer des dégâts à l'organisation qui le possède. Mais le niveau des dégâts est proportionnel à l'importance de cet actif. On va prendre un exemple très simple. Si par exemple, je parle de la bourse, si quelqu'un arrive à voler les données de la bourse avant l'ouverture de la bourse, il peut faire de la spéculation. Et là, c'est un actif critique. Pourquoi? Parce qu'il peut créer un effondrement de la bourse, il peut spéculer sur la bourse, etc. Maintenant, si on revient vers la même bourse, imaginons que quelqu'un arrive à modifier tout simplement, disons, l'image l'image de fond de l'écran de la bourse, tout simplement. Vous avez vu les écrans qui s'affichent au niveau des bourses. Chez moi, il y a toujours des écrans où il y a les traders qui sont en bas, les écrans qui s'affichent en haut pour afficher les cotes. Quelqu'un arrive à afficher le logo de son entreprise ou bien le logo d'un groupe de pirates sur les écrans. Certes, ça aura un impact assez important, ça va faire du bruit, ça va faire beaucoup de choses, mais est-ce que c'est vraiment critique sur les données ou sur le métier même de la bourse? Réellement, ça ne va pas l'affecter, mais ça va affecter la réputation. Donc, dans le cas d'une bourse, on considère que c'est critique. Mais imaginez qu'il le fasse au niveau d'une entreprise.
quelconque, par exemple Sonelgaz, au niveau de Sonelgaz, il peut accéder au serveur et modifier la couleur, l'image de fond de l'écran. Ça n'aura aucun impact. Pour Sonelgaz, il s'en foutra complètement parce que bon, l'utilisateur final ne verra rien, donc l'utilisateur en dehors de l'entreprise, et ça n'aura aucun impact sur le cœur de métier. Par contre, au niveau d'une bourse, ça aura un impact au niveau de la sécurité. Pourquoi? Parce que les gens, s'ils perdent confiance en la bourse, ça créera l'effondrement de la bourse. Donc, vous voyez déjà que la notion de critique ne s'applique pas de la même manière à toutes les organisations. Ce qui est critique pour quelqu'un ne l'est pas forcément pour l'autre. Mais monsieur, Oui. monsieur, juste avant, monsieur, vous parlez de la réputation. Monsieur, l'accès le serveur avec en lui-même, c'est pas supposé être quelque chose de critique seulement. L'accès non autorisé avec le serveur. Quel serveur? Vous Non, parlez vous de avez quel dit, serveur? par exemple, quand vous avez dit l'exemple de Sonalgaz. Mhm. Donc, vous avez dit, bon, Sonalgaz, ils vont pas faire attention. Mais l'accès, monsieur, au serveur avec non autorisé, c'est quelque chose de critique avant tout. Pas forcément. Pas forcément, ça dépend de sur quel serveur il s'agit. Et vous pouvez accéder à certains serveurs sans pouvoir rien faire. Donc le client s'en fout. Vous avez un accès, mais vous ne pouvez rien faire. D'un point de vue sécurité, le client, ça ne l'impacte pas. Monsieur, Il ne suffit pas d'avoir un accès à un serveur pour pouvoir faire quelque chose. Vous allez avoir plusieurs organisations, vous allez pouvoir accéder à certains actifs, mais vous ne pouvez rien faire. Donc pour l'entreprise, impact nul. Qui dit impact nul veut dire tout simplement aucune importance. monsieur, Oui. monsieur, je suis d'accord avec vous lorsque vous avez donné les deux exemples, Mhm. la bourse et Sonalgaz. Mais monsieur, nous, en tant qu'audit, Mhm. l'attaqueur qui a fait une petite modification peut faire une grande modification. Tout dépend. Pourquoi? À vrai dire, quand vous allez faire vous-même un audit sur un système, imaginons que vous allez faire l'audit sur un système, vous allez remarquer que souvent, vous allez pouvoir accéder au serveur, mais vous ne pouvez rien faire. Tout est verrouillé dans le serveur. Vous avez eu l'accès. C'est bon, vous dites c'est bon, j'ai pu avoir l'accès. Je suis rentré dans le serveur, j'affiche carrément l'arborescence du serveur, je suis dans le batch, etc. Mais dès que vous essayez d'exécuter une instruction, vous ne pouvez rien faire. Access denied, à chaque fois. Dans votre rapport d'audit, qu'est-ce que vous allez dire à votre client? Vous allez dire, regardez, j'ai pu accéder. Il va vous dire, est-ce que vous avez pu prendre de l'information? Vous allez lui dire non. Est-ce que vous avez pu altérer le fonctionnement de mon serveur? Vous allez lui dire non. Est-ce que vous avez pu modifier quelque chose? Vous allez lui dire non. Il va vous dire, vous avez fait quoi? Vous allez lui dire, j'ai pu accéder. Le client, n'oubliez pas, ce n'est pas un informaticien. Il va vous dire, oui, mais vous avez accédé, vous avez pu faire quoi? Vous allez lui dire rien. Il va vous dire, c'est quoi l'impact pour moi? Parce que n'oubliez pas une chose, un auditeur doit apprendre à parler en termes d'impact. Comment on classifie les vulnérabilités? On les classifie par terme d'impact. Comment on évalue le risque? Le risque, bon, là on est en train d'avancer les choses. Le risque est évalué en fonction d'un certain nombre de paramètres, notamment l'impact, la probabilité d'occurrence, le coût, etc. Donc, un client pour lui, vous allez lui dire, Anna, j'ai pu rentrer le gars tes serveurs. Il dit, d'accord, qu'est-ce que tu as pu faire? Rien. Voilà, si vous voulez que je paye pour améliorer la sécurité, si on ne peut rien me faire. Est-ce qu'on peut voler mes informations? Vous lui dites non. Est-ce qu'on peut accéder à mes données? Non. Alors, en quoi c'est important pour moi? Là, dites-vous que le point de vue de sécurité de l'informaticien et le point de vue de sécurité du client sont deux points de vue qui sont diamétralement opposés. L'un cherche l'impact. Parce que n'oubliez pas, quand vous faites une recommandation, ça veut dire que c'est une correction. Qui dit correction veut dire coût. Le client ne payera pas pour rien. Si vous voulez que le client paye, il faut qu'il ait peur.
Pour avoir peur, il faut des preuves. C'est pour ça que vous allez voir par la suite, quand on parle d'audit, un audit doit être démonstratif. Vous ne pouvez pas lui dire, oui, vous êtes vulnérable. Vulnérable à quoi? Prouvez-le-moi. Montrez-moi la preuve. D'accord? Merci, monsieur. Alors, on a dit que les actifs informatiques peuvent être critiques s'ils causent des dégâts irréversibles à l'organisation. Maintenant, généralement, quand on parle d'information du client, il faut savoir qu'il y a des processus métiers qui utilisent ou bien qui vont requérir les informations critiques dont dispose le client. Est-ce que vous connaissez certains processus métiers qui vont utiliser les informations critiques? Alors, oui, Hanan. Par exemple, les pourcentages de consommation t'as les clients. D'accord, يستعملوا les informations personnelles t'as les clients. d'accord, c'est un exemple. Alors, quand on parle de processus métier, alors il faut savoir dans les processus métiers, il y a, généralement, c'est des processus qui sont catalogués, normalisés, etc. Et généralement, quand on parle de processus métier, il faut savoir qu'il y a, pour celui qui analyse la sécurité, il y a des processus métiers qui peuvent être critiques, il y a des processus métiers qui ne le sont pas. Généralement, quand on parle de processus métier critiques, c'est les processus métiers qui ont accès à l'information sensible, qui permettent soit de publier l'information sensible, soit de modifier l'information sensible, soit de sécuriser cette information sensible. Maintenant, en dehors de ces trois métiers qui permettent de modifier ces informations sensibles, donc on a dit publier, modifier ou sécuriser, il faudra réfléchir aussi au processus qui permet la sauvegarde et l'archivage de l'information, et au processus qui permet la restauration de l'information. Parce qu'il ne suffit pas uniquement d'archiver et de sauvegarder, il y a aussi le processus de restauration, dans lequel on peut, disons, modifier l'information en la restaurant, ou bien mal la restaurer, ou bien pendant le processus de restauration, on peut destiner l'information à une personne non autorisée, etc. Maintenant, pour chacun de ces types de processus métiers, il y a des risques qui sont propres à ce processus métier. Notamment, si on prend comme exemple, si je parle par exemple du processus métier de restauration, celui qui restaure doit connaître tous les, comment dirais-je, toutes les autorisations d'accès des demandeurs. Parce qu'au moment où je suis en train de restaurer une information qui a été archivée, disons, depuis un mois, ou bien 20 jours, ou bien 6 mois, quelqu'un a demandé l'information, je suis en train de la restaurer. Je dois pouvoir vérifier est-ce que la personne est autorisée à avoir accès à cette information. Parce que l'information, quand elle est vivante dans le système, donc quand elle n'est pas archivée, et là, elle est gérée par le système de gestion des droits d'accès. Donc, automatiquement, il y a ce qu'on appelle la gestion de l'information. Vous avez des outils pour ça. Dès que vous essayez d'accéder à une information, soit il vous dit que vous êtes autorisé, donc vous avez accès, soit vous n'êtes pas autorisé. Par contre, une information qui a été archivée, elle n'est pas gérée par le système courant. Donc, c'est un processus semi-automatisé de restauration de l'information pour lequel, généralement, dans beaucoup d'entreprises, quand on archive, pour un gain d'espace et un gain de rapidité, on enlève la macro-donnée relative à tout ce qui est gestion des droits d'accès. Donc, maintenant qu'on sait ce que l'on veut protéger, la question qui doit se poser est la suivante. Une fois que vous avez identifié les différents risques, disons, qui peuvent perturber
le fonctionnement, disons, d'une entreprise. La question que vous devez vous poser, c'est quels sont les risques que vous voulez atténuer, quels sont les risques qui sont les plus prioritaires, et surtout comment les atténuer de manière la plus rentable. Alors, qui peut nous dire, que veut dire le terme atténuer un risque? L'exploiter. Non, bien au contraire. Réduire la probabilité d'occurrence. Voilà, c'est comment réduire la probabilité d'occurrence de ce risque. On va prendre un exemple très simple. Imaginons que vous avez identifié le risque suivant. Alors, vous avez fait votre analyse des risques, vous avez vu que la salle des serveurs ne dispose d'aucun système de protection et qu'il y a un risque d'incendie. La première question que vous allez vous poser, est-ce que c'est un risque qu'on veut atténuer? La réponse est forcément oui. On n'aimerait pas qu'il y ait le feu dans notre salle des serveurs. Est-ce que c'est un des risques parmi les plus prioritaires? Ben oui, c'est vraiment une priorité d'éviter l'incendie. Après, vous allez vous dire comment l'atténuer de la manière la plus rentable. Certaines personnes vont vous dire, moi, je me limiterai à mettre des détecteurs d'incendie. Ça veut dire quoi? S'il y a un début d'incendie, j'aurai une alarme, ça me permettra de venir et d'intervenir. D'autres vont vous dire, oui, vous allez mettre un détecteur d'incendie, mais vous allez mettre quel type de détecteur d'incendie? Disposant de plusieurs types. Détecteur thermique, détecteur chimique, détecteur de fumée à base d'infrarouge, etc. D'autres vont vous dire, oui, mais là, ça ne va pas atténuer le risque. Ça va me permettre uniquement de détecter la fumée, bien détecter un début d'incendie, mais le temps d'intervention sera important, le temps que les agents de sécurité se déplacent, qu'ils ramènent des extincteurs, qu'ils essayent d'éteindre par eux-mêmes. Peut-être qu'ils vont ramener le mauvais type d'extincteur, donc ils vont détruire la salle de serveur. Parce que, bon, il faut savoir que pour les équipements électriques, on ne va pas utiliser des extincteurs à eau. Quelqu'un d'autre va vous dire, eh ben, pourquoi ne pas mettre en place un système de détection et d'extinction? Certes, au moment de l'installation, ça a un coût plus important, mais si le risque va se produire, l'efficacité est plus importante, donc je vais atténuer de manière plus considérable le risque et je vais atténuer surtout les coûts en cas où le risque va arriver. Donc voilà un peu le raisonnement qu'on va avoir pour tout type de risque. Maintenant, un risque, c'est quoi? Monsieur, Oui, là, vous parlez toujours d'audit. on parle toujours d'audit, oui. Mais vous nous aviez dit précédemment que l'auditeur se résumait à faire un état des lieux et ne proposait pas de solution. Effectivement, mais là, on est en train de parler d'analyse de risque. Donc l'analyse de risque, c'est quoi? Pour l'auditeur, qu'est-ce qu'on avait dit au début? On avait dit que l'auditeur, qu'est-ce qu'il va faire? Il va essayer d'identifier les risques, d'identifier la probabilité et de faire des recommandations à la fin. Vous vous rappelez du cours précédent? Oui. Ça reste une recommandation. Il faut mettre en place un système de détection et d'extinction d'incendie. Point. Oui, mais là, on parle de rentabilité. Mais ce n'est pas à lui de mettre en place. C'est à l'équipe du client de mettre en place. Mais maintenant, vous, quand vous allez proposer des recommandations, est-ce que vous allez proposer la recommandation la plus onéreuse à votre client ou vous allez proposer la recommandation la plus rentable? Pour moi, on ne lui propose pas de recommandation. Ben si, vous êtes obligé de faire des recommandations. Tout rapport d'audit contient un chapitre qui s'appelle recommandations. Ah, je pensais que c'était le rôle du consultant. Non, le consultant, c'est de choisir. Je vous donne un exemple. Vous allez lui dire à votre client, voilà, il faut mettre en place un système de détection et d'extinction d'incendie. Point. Le consultant qui va venir par la suite, le cabinet conseil, c'est lui qui va choisir quelle marque il va utiliser, comment il va le déployer, est-ce qu'il va falloir mettre 3 détecteurs d'incendie pour cette salle ou bien en mettre 9? Ça, c'est pas à vous qui allez décider en tant qu'auditeur. Vous avez recommandé le système de détection et d'extinction. Maintenant, comment le faire? Lequel choisir? Comment le configurer? Quoi déployer? Ça, ce n'est pas votre rôle. Monsieur, Oui. monsieur,
Donc, toute la différence, ça se résume sur le déploiement physique de la solution entre l'auditeur et le Non, consultant. c'est le déploiement physique et le choix de la solution aussi. Mais vous venez de dire, monsieur, que l'auditeur, vous allez, genre, donc, monsieur, pas conformément la solution limite à l'auditeur est la plus juste pour un consultant. J'ai pas entendu. Monsieur, vous venez de dire, un consultant ne doit pas toujours utiliser les solutions dites par l'auditeur. D'accord. Par Même. exemple, si un auditeur trouve des problèmes ou là, des anomalies dans le système et il recommande des choses, mais il ne va pas l'implémenter. Après, un consultant qui va venir, il va pas implémenter la même solution là. Il doit implémenter les solutions que l'auditeur a recommandées. Alors, je vous explique. Une fois que vous avez fait votre rapport d'audit, vous allez recommander certaines choses. Bon, si on garde toujours le risque incendie, vous allez recommander à votre client, par exemple, de mettre en place un système de détection et d'extinction. Il va y avoir par la suite, le client, il est libre. Soit il va mettre en place directement un système, donc il va ramener une société spécialisée qui va mettre en place le système de détection et d'incendie, soit il va faire appel à un cabinet conseil. Il n'est pas obligé de faire appel à un cabinet conseil, que les choses soient claires. Le cabinet conseil, quand il va venir, alors le client va leur dire, voilà, moi je veux mettre en place un système de détection et d'extinction. Le cabinet conseil peut venir et lui dire, voilà, on a fait une étude, vous n'êtes pas obligé de mettre en place un système de détection et d'extinction vu le nombre de serveurs que vous avez. Il vous suffit de mettre en place un système de détection et d'acquérir 4 extincteurs qui seront mis à l'intérieur de la salle. Donc le cabinet conseil par la suite, il est libre de faire ce qu'il veut. Il va se baser sur les recommandations de l'auditeur, mais il peut proposer des solutions qui sont différentes. S'il juge qu'elles sont meilleures. Parce que n'oubliez pas une chose, l'auditeur, son métier, c'est d'auditer. Le cabinet conseil est spécialisé dans le domaine des équipements qui vont être installés. Il a des experts dans ce domaine. Par exemple, le cabinet conseil, il va avoir des experts en sécurité incendie. Ce qui est loin d'être le cas de l'auditeur. Il n'est pas expert dans le domaine de la sécurité incendie. Lui, il part du principe qu'il faut un système de détection et d'extinction. Peut-être que les experts, quand ils vont venir, ils vont vous dire, vu le volume de la salle, vu le nombre de serveurs qu'il y a à l'intérieur, ce sera très coûteux. Alors, le rapport entre le coût et l'avantage n'est pas à l'avantage du client. Parce que je ne vais pas mettre un système d'extinction pour 3 serveurs. Il suffit d'avoir 2 extincteurs. Là, ça, c'est le travail du cabinet conseil qui est plus à même de décider, parce qu'il est expert dans ce domaine. D'accord? D'accord, merci, monsieur. Il faut savoir que c'est des corps de métiers différents. Chacun a son domaine d'expertise. L'auditeur détecte le risque, analyse la probabilité d'occurrence et propose des recommandations. Le rôle de l'auditeur, c'est d'attirer l'attention sur les vulnérabilités et de prouver que ces vulnérabilités ont un fort potentiel ou une forte probabilité de subvenir. Et que si elles subviennent, voilà le risque encouru. Donc, vaut mieux faire adopter telle ou telle recommandation. Maintenant, la recommandation étant générique, c'est au rôle des experts dans le domaine de la recommandation. Donc, tout dépend. Ça peut être une recommandation purement de sécurité physique ou périmétrique. Ça peut être une recommandation de sécurité logicielle ou sécurité réseau ou autre. Celui qui va venir, c'est à lui de décider de dire, je vous donne un autre exemple. Imaginons que votre auditeur vous dise, il y a un problème de sécurité, il faudra installer tout simplement un pare-feu pour verrouiller tel et tel port. Le cabinet conseil ou bien l'expert qui va venir par la suite, il va vous dire, oui, d'accord, il faut fermer les ports, mais il n'est pas nécessaire d'avoir un pare-feu physique parce que en amont, vous avez tel ou tel équipement qui peut faire office de pare-feu. On peut verrouiller les ports à travers notre routeur. On n'a pas besoin de pare-feu. Ou bien carrément, vous pouvez avoir quelqu'un d'autre qui va vous dire, oui, mais pourquoi mettre uniquement un simple pare-feu? Utilisons un équipement qui englobe tel et tel outil de sécurité en un seul équipement pour pouvoir
répondre à la recommandation 1, 2, 3, 4 et 5 de l'auditeur. Au lieu d'avoir 5 devices différents, moi, je vous recommande d'utiliser un seul device qu'on va mettre à tel point du réseau et ça résoudra les 5 problèmes soulevés par l'auditeur. C'est pour ça que je vous dis, l'auditeur, pour chaque vulnérabilité, fera une recommandation, mais celui qui viendra après peut proposer une solution qui répond à plusieurs recommandations. D'accord. D'accord. Alors, on revient, qu'est-ce qu'un risque? Il faut savoir qu'à la base, c'est tout simplement un concept économique. Pourquoi on parle de concept économique? Parce que c'est tout simplement la probabilité de perte financière. Cette probabilité peut être élevée, moyenne, faible ou nulle. Rappelez-vous, ce qui importe à vos clients, c'est l'argent. C'est tout ce qui est financé. Même quand on parle de réputation, ça a un impact financier. Vous perdez votre réputation, donc vous perdez vos clients, donc vous perdez de l'argent. Vous perdez votre serveur, vous n'arrivez pas à fournir du service, donc vous perdez de l'argent. Vous perdez de la donnée, vous êtes obligé de dédommager des clients, vous perdez de l'argent. Donc tout tourne autour des aspects financiers. Alors, il faut savoir que quand on parle du risque, il y a 3 facteurs qui vont déterminer votre risque. La nature de votre menace, la vulnérabilité qui se trouve dans votre système et l'importance de l'actif que vous devez protéger. Donc, un risque, c'est une combinaison de ces 3 paramètres. Donc, c'est la menace, la vulnérabilité et l'actif. Si l'un des 3 est absent ou se tend vers le 0, c'est tout le risque qui tend vers le 0. C'est une multiplication, ce n'est pas une addition. Ce que je disais, tout ce qui est multiplié par 0 est égal à 0. Il ne faut pas oublier aussi que le risque, c'est de la probabilité, donc c'est une incertitude. Si on vous dit que quelque chose doit arriver de manière sûre, ça ne devient pas un risque. D'accord? Je vous donne un exemple. On prend le cas des personnes qui vont... Imaginons... Alors, c'est déjà arrivé en Algérie, bon, sans citer le lieu, une entreprise X qui a construit un data center à côté d'un web. Est-ce que vous considérez que c'est un risque ou bien c'est une certitude? À côté de quoi, monsieur? À côté d'un wad, Ah, dans une zone inondable. Où Hadik la zone, elle est réputée pour être inondée chaque année en hiver en Algérie. Est-ce que vous considérez, imaginez que vous soyez, qu'on vous ramène pour faire l'analyse des risques. Est-ce que vous allez dire il y a un risque que votre data center soit inondé ou vous allez parler de quoi dans ce cas de figure? Maria, Certitude. là c'est une certitude. Imaginez, moi je vous dis, pour simplifier les choses, ceci est une autoroute. Les voitures passent à 180 km/h. Elles passent tout le temps. Traversées. Est-ce qu'il y a un risque que vous vous fassiez écraser? Qu'est-ce que vous allez dire, Maria? Bien sûr, dans des cas vraiment très 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 rares où ça va pas marcher, où ça va pas y arriver. Donc, maintenant, si je vous dis, vous allez construire un data center dans telle zone, et cette zone est inondée chaque année. Est-ce que vous allez me parler d'un risque d'inondation? Vous allez tout simplement me dire, je vais construire un data center qui sera inondé au mois de janvier. C'est aussi simple que ça. Enfin, là-bas, ce n'était pas au mois de janvier, c'est au mois de mars. C'est au printemps qu'il y a des crues chaque année. C'est pratiquement au mois de mars et au mois de septembre. Ça s'inonde 2 fois par an en plus. Donc, vous allez me dire tout simplement, c'est du non-sens de construire un data center là-bas. Ce n'est pas un risque, mais c'est un fait. Chaque année, la zone est inondée 2 fois par an. Ça devient une certitude. On ne parlera plus de risque. D'accord? Alors, comment maintenant évaluer le risque?
Alors, la première étape que vous devez faire pour évaluer vos risques, c'est essayer d'identifier et de classer, comme on dit, par ordre de priorité vos différents actifs. Comme on l'a dit tout à l'heure, les actifs, ça peut être du matériel ou bien ça peut être des actifs immatériels. Donc, ça peut être des serveurs, coordonnées du client, documents sensibles, secrets commerciaux, etc. Il faut savoir que ce que vous, en tant qu'informaticien, vous estimez que c'est quelque chose de précieux qui a de la valeur, n'a pas forcément de la valeur pour l'entreprise. Et ce que vous considérez comme quelque chose qui n'a aucune valeur peut avoir énormément de valeur pour l'entreprise. C'est pour cela, quand vous allez établir la liste de vos actifs et que vous allez leur attribuer une échelle de valeur, vous devez le faire avec les utilisateurs et la direction de votre entreprise. Parce que vous ne connaissez pas le métier, donc vous ne savez pas ce qui a vraiment de la valeur pour eux et ce qui n'a pas de valeur. Ensuite, pour chaque actif, vous devez recueillir l'ensemble des informations suivantes. Est-ce que c'est un logiciel? Est-ce que c'est un matériel? C'est une donnée? C'est une interface? Est-ce que c'est une liste d'utilisateurs? C'est un personnel d'assistance? Est-ce que c'est une mission ou un but de l'entreprise? Quel est son degré de criticité? Quelles sont les exigences fonctionnelles? Est-ce qu'il y a une politique de sécurité informatique appliquée à cet actif? Est-ce qu'il y a une architecture de sécurité dans laquelle est intégré l'actif? Quelle est la topologie du réseau? Quelles sont les protections pour le stockage de l'information, si c'est une information? Quel est le flux d'informations? Donc, est-ce que l'information elle passe par tel ou tel service? Est-ce qu'elle sort de l'entreprise, ne sort pas? Est-ce qu'il y a des contrôles de sécurité technique? Est-ce qu'il y a un environnement de sécurité physique? Est-ce qu'il y a une sécurité environnementale, etc., etc. Donc, toutes ces informations, vous devez les récolter pour chaque actif que vous aurez recueilli. Il faut savoir que la plupart des entreprises ont un budget très limité pour l'évaluation du risque. Généralement, ça a toujours été le parent pauvre en matière de sécurité. Donc, c'est pour ça qu'on vous dit, vous devez probablement limiter la portée du projet aux actifs essentiels à la mission. Ça veut dire tout ce que vous jugez qui n'est pas essentiel, ne le prenez pas en considération parce que vous ne serez pas rémunéré pour ça. Pour cela, on vous dit, il va falloir définir une norme pour déterminer l'importance de chaque actif. Donc, cette norme, vous allez la définir avec votre client. Généralement, il y a des critères standards qu'on peut utiliser pour l'évaluation des actifs. D'abord, c'est la valeur monétaire de l'actif, donc c'est la valeur fiduciaire, donc la valeur financière, et surtout le statut juridique et son importance pour l'organisation. Et pourquoi? Parce qu'il y a des actifs auxquels la loi va donner une importance palpable. Par exemple, si je prends un opérateur télécom, en vertu de la loi, l'information personnelle du client, donc les données du client, sont des actifs très importants. Pourquoi? Parce que leur divulgation peut entraîner des peines de prison. Ensuite, on vous dit, une fois la norme approuvée par la direction et intégrée officiellement à la politique de sécurité d'évaluation des risques, vous allez l'utiliser pour classer les actifs que vous avez identifiés comme critiques, majeurs, mineurs, etc. Une fois que nous avons identifié nos actifs, donc je sais ce que j'ai comme actif dans cette entreprise, du moins dans le périmètre de mon étude, je sais quels sont les actifs les plus importants, les actifs les moins importants. Donc là, je vais devoir identifier les menaces. Une menace, c'est quoi? C'est tout ce qui pourra exploiter une vulnérabilité pour outrepasser la sécurité et porter préjudice à l'organisation avec laquelle je travaille. Généralement, la première chose qui vous passe à l'esprit en tant que SSI, c'est tout ce qui est attaque informatique, logiciel malveillant. Malheureusement, il faut savoir que les menaces sont beaucoup plus vastes et beaucoup plus variées que ça. Nous avons d'abord ce qu'on appelle les catastrophes naturelles. Exemple qu'on a pris tout à l'heure, par exemple, tout ce qui est inondation, séisme, incendie, etc. L'un des risques qui ne sont pas naturels, qui ne sont pas pris en charge en Algérie, c'est ce qu'on appelle le risque de foudre. Donc, il faut savoir que toute installation informatique doit disposer de ce qu'on appelle un paratonnerre pour éviter tout ce qui est risque lié au tonnerre
c'est une installation qui coûte pas plus de 100 000 dinars, mais en cas où la catastrophe arrive, ça peut détruire toute votre installation informatique. Il y a ce qu'on appelle la défaillance du système. La défaillance du système peut être due à l'âge des serveurs que vous avez. Ça peut être dû à leur origine. Peut-être que vous avez ramené des équipements non homologués, peut-être que vous avez ramené des copies, etc. Ça peut être dû à l'interférence humaine accidentelle. Généralement, là, c'est un risque très élevé, donc ce qu'on appelle des erreurs humaines. Ça peut être aussi dû à de la malveillance humaine. Donc, par exemple, tout ce qui est interférence DDoS, vol d'informations, suppression. Ça peut être des menaces passives telles que l'interception. Ça peut être de l'usurpation d'identité, tout ce qui est ingénierie sociale ou bien achat sur le dark web ou autre. Une fois que vous avez identifié les menaces, il va falloir identifier les vulnérabilités que vous avez trouvées. Alors, d'abord, on commence par repérer les vulnérabilités qui se trouvent. Donc, une vulnérabilité, c'est quoi? C'est tout simplement une faiblesse qui peut être exploitable pour outrepasser les mesures de sécurité. Maintenant, où est-ce qu'on peut trouver ces vulnérabilités? Soit on peut les trouver grâce à des analyses de vulnérabilité, grâce à des rapports d'audit qui ont été faits au préalable, soit grâce aux bases de données du NIST sur les vulnérabilités, ou bien au niveau de tous les sites qui fournissent des analyses de sécurité des logiciels et des systèmes. Donc là, c'est des sites que vous connaissez tous, dans lesquels, pour chaque type de système, vous avez toute la panoplie des vulnérabilités qui existent sur ces systèmes. On peut aussi effectuer des audits sur les systèmes informatiques pour identifier les vulnérabilités. Alors, ces audits vont inclure l'utilisation d'outils automatisés pour trouver les vulnérabilités. Ça peut être des pentests, comme ça peut être ce qu'on appelle les procédures de test et d'évaluation de sécurité. Donc, c'est des tests standards qu'on effectue pour essayer de trouver des vulnérabilités communes et connues. Maintenant, il y a toujours le moyen de réduire la surface d'exposition à ces vulnérabilités en veillant à ce que le client installe tous les correctifs nécessaires. Parce que vous allez remarquer que la plupart des attaquants exploitent la non-mise à jour des systèmes par les administrateurs. Il faut savoir qu'en milieu d'entreprise, les administrateurs négligent souvent de mettre à jour leurs serveurs, leurs systèmes, pour diverses raisons. Et bien sûr, ne jamais oublier la sécurité physique. Vous pouvez avoir déployé toute la sécurité logicielle qui s'impose et laisser votre salle de serveur sans même lui offrir une serrure. Et ça, c'est vu dans pas mal d'entreprises aussi. La quatrième étape, c'est ce qu'on appelle analyser les contrôles. Donc, analyser les contrôles, ça veut dire quoi? Il faut savoir que chaque organisation va mettre en place des contrôles de sécurité. Ou bien carrément, il va planifier des contrôles. Pourquoi? Pour tout simplement minimiser les risques et les menaces qui peuvent subvenir. Donc, votre rôle, c'est quoi? C'est d'essayer de voir quels sont les contrôles qu'ils ont mis en place, en quoi consistent ces contrôles, quel est leur niveau d'efficacité, etc. Donc, les contrôles peuvent être mis en place soit via des moyens techniques, par exemple tout ce qui est chiffrement, identification, authentification, soit des contrôles non techniques. Par exemple, mettre en place une politique de sécurité, c'est déjà un contrôle. Mettre en place des mesures administratives et des mécanismes physiques et environnementaux. Ce qu'on avait cité tout à l'heure, par exemple, les contrôles d'accès physique, des systèmes de détection d'incendie, etc. Alors, il faut savoir que les contrôles, qu'ils soient techniques ou non techniques, dans le jargon de tout ce qui est analyse des risques, tous les contrôles sont considérés comme des contrôles préventifs. Pourquoi est-ce qu'on les considère comme des contrôles préventifs? Parce que leur but est d'anticiper et d'arrêter toute attaque avant qu'elle ne se produise. Donc, ce n'est pas des contrôles correctifs qui viennent après une attaque, mais c'est des contrôles préventifs qui interviennent préalablement à l'attaque. La cinquième étape, c'est de déterminer la probabilité qu'un incident puisse se produire.
Donc là, l'idée, c'est quoi? C'est d'évaluer la probabilité que la vulnérabilité puisse réellement être exploitée. Et ceci en tenant compte d'abord du type de la vulnérabilité, des capacités et de la motivation de la source de la menace. Parce qu'il faut, rappelez-vous ce qu'on avait dit, il faudra toujours identifier déjà votre adversaire. Ça, on l'avait vu l'année passée. Parce que si vous jugez, par exemple, que l'entreprise peut être attaquée par de simples pirates, ou bien est-ce qu'elle va être attaquée par des entreprises concurrentes, ou bien carrément elle va être attaquée par des États. Comme c'est le cas avec récemment FireEye, par exemple, qui considèrent qu'ils ont été attaqués par des gouvernements. Là, on vous dit qu'il y a de nombreuses entreprises qui vont utiliser les catégories élevées, moyennes et faibles, plutôt que d'utiliser une note chiffrée pour l'évaluation des attaques. Parce que là, soit on peut utiliser des scores chiffrés, par exemple de niveau 5, 4, 3, 2, 1, 2, 1, soit utiliser une évaluation plus simplifiée, par exemple, forte probabilité, probabilité moyenne ou bien probabilité faible. Une fois qu'on a défini les probabilités de l'occurrence d'une menace, il va falloir essayer d'évaluer l'impact potentiel de cette menace. Parce que vous avez beau mettre en place tous vos systèmes de sécurité, vous finirez toujours par être attaqué. La question que vous devez vous poser, pas est-ce que vous allez être attaqué, mais quand est-ce que vous allez l'être. Donc l'analyse d'impact doit inclure 3 facteurs généralement. D'abord, la mission du système. Que fait le système qui risque d'être attaqué, notamment tout ce qui est processus de mise en œuvre par le système lui-même. Quel est le niveau de criticité de votre système et quelle est la sensibilité de ce système et des données. Donc, il faut savoir que les informations qui sont nécessaires à votre analyse d'impact, vous pouvez les trouver soit dans la documentation organisationnelle de l'entreprise, soit en faisant vous-même une analyse d'impact sur les activités de l'entreprise. Vous allez pour cela avoir besoin de l'aide du support de votre client pour essayer d'évaluer, disons, de manière quantitative et qualitative, l'impact et le préjudice qui va être causé aux actifs informatiques de votre organisation. Il faut savoir qu'une attaque ou un événement malencontreux pourra compromettre à la fois la confidentialité, l'intégrité, la disponibilité du système d'information. Et que la probabilité d'une attaque ou d'un événement malencontreux, comme on dit, peut être évaluée de manière aussi quantitative ou bien qualitative. Donc, soit on mettra des scores, donc 5, 4, 3, 2, 1, soit on mettra probabilité élevée, moyenne ou faible. Il y a aussi d'autres aspects qu'on peut prendre éventuellement en considération. Donc, la fréquence annuelle estimée de l'exploitation d'une vulnérabilité par la menace. Donc, combien de fois il pourra se produire par an. Le coût approximatif de ces événements. Et bien sûr, on peut rajouter ce qu'on appelle un facteur de pondération sur l'impact relatif de la vulnérabilité par rapport à une menace spécifique que vous jugez plus probable que d'autres menaces. Une fois que vous avez fait ça, il suffira de placer... Monsieur, Oui, le dernier point, un facteur de pondération, c'est quoi exactement? Le dernier point, vous n'avez pas fait ça en Probastat. La pondération... Pardon? J'ai pas compris le terme, le facteur de pondération de... Le facteur de pondération vous permet tout simplement de prioriser, si vous voulez, les différentes impacts les unes par rapport aux autres. Ça veut dire quelle est celle qui a le plus de chances de subvenir par rapport à celle qui aura le moins de chances de subvenir. Ensuite, vous allez classer les risques par ordre de priorité. Donc, pour chacune des menaces, vous devez déterminer d'abord la probabilité que la menace puisse exploiter la vulnérabilité. Ensuite, l'impact de l'exploitation sur votre système. Et est-ce que les contrôles qui sont mis en place sont adéquats ou non. Pour ça, vous allez utiliser ce qu'on appelle une matrice des risques. Donc, une matrice, c'est quoi? C'est un outil qui va vous permettre d'estimer les risques selon les 3 critères qu'on a vus plus haut. Donc là, vous allez avoir la forte probabilité correspondra à la note 1,
Une probabilité moyenne, c'est 0,5. Une probabilité faible, c'est 0,1. Donc, de même, on va essayer d'estimer l'impact élevé peut correspondre à 100. Un impact moyen correspond à 50. Un impact faible correspond à 10. Donc, le risque, comment vous allez le calculer? Vous allez multiplier la valeur de probabilité de la menace par la valeur d'impact. Et c'est là que vous allez pouvoir faire votre classification élevé, moyen ou faible. Et ce n'est qu'une fois que vous avez fait ça, que vous allez pouvoir recommander de nouveaux contrôles, donc en dehors de ceux qui sont déployés par l'entreprise. Donc, en fonction du niveau de risque, c'est là que vous allez décider quels sont les contrôles que vous allez mettre. Par exemple, si le risque est élevé, donc ça veut dire qu'il faut élaborer dès que possible les mesures correctives. Le risque moyen, vous offrez un délai raisonnable à votre client. Un risque faible, le délai doit être accepté. Donc là, le client va avoir le choix soit entre accepter le risque, donc c'est un risque qu'il peut tolérer parce que la probabilité elle est vraiment minime avec un impact qui n'est pas important, soit il va décider d'adopter des mesures correctives. Donc là, quand vous allez élaborer bien sûr vos contrôles pour atténuer des risques, vous devez prendre en considération la politique organisationnelle de votre client. Vous ne pouvez pas chambouler son organisation en entier. Vous devez aussi analyser le coût et les avantages. Vous ne pouvez pas proposer un correctif dont le coût est beaucoup plus élevé que les avantages. À titre d'exemple, si une solution va coûter $1 million pour éviter une vulnérabilité qui causera $1 de perte, ça n'a pas de sens. Il vaut mieux ne pas en parler du tout de cette solution. Vous devez vérifier l'impact opérationnel et la faisabilité déjà de votre solution, voir la réglementation en vigueur dans le pays en question en matière de sécurité et fiabilité, et voir aussi l'efficacité globale des contrôles et recommandations que vous avez adoptées. Donc, je pense qu'on va arrêter là pour aujourd'hui. Si vous n'avez pas de questions, on reprendra la prochaine fois. Par contre, le TP du module d'audit aura lieu jeudi. On fera le TP. S'il n'y a pas de questions, on arrête là maintenant. Monsieur, pour le TP de sécurité applicative, tout à l'heure. Vu qu'on n'a pas fait le cours, donc je pense pas, vaut mieux ne pas le faire aujourd'hui parce que même si on va le faire, je vais vous faire cours pendant le TP. Parce que vu qu'on n'a pas avancé dans le cours, c'est pas très intéressant. Donc, on aura une séance tout à l'heure ou pas? Amine, tu as compris ce que j'ai dit ou tu n'as pas compris? Je suis pas très concentré. Il n'y aura pas TP aujourd'hui. D'accord, merci. Ça. Monsieur? Monsieur?